Vital Kamerhe est élu président de l'Assemblée nationale. À quand la sortie du gouvernement? Soumima Toulouka nous en parlons ce soir. Bonsoir chez vous et bienvenue. Entretien spécial co-animé avec Désiré Omoloa. Nous recevons conjointement Junior Katende, l'un des cadres de l'UDPS Tshisekedi. Bonsoir Junior. Monsieur le journaliste. Bonsoir Désiré. Bonsoir Monsieur Vincent. Junior Katende, cadre de l'UDPS Tshisekedi. Comment vous vous sentez après l'installation effective, bien sûr, du bureau définitif au niveau de la Chambre basse du Parlement? C'était ici le lieu de féliciter le secrétaire général Augustin Kabouya qui a vraiment conduit avec dextérité ces dossiers qui n'étaient pas faciles, la gestion de l'ambition au niveau de l'Union sacrée avec plusieurs partis politiques, mais l'atterrissement s'est fait en douceur et tout le monde a suivi hier comment est-ce que les élections se sont déroulées dans toute transparence, la démocratie s'est exprimée et je salue particulièrement le fait que l'Union sacrée n'a pas donné de consignes de vote à ce qui concerne le vote de l'opposition. Donc, en âme et conscience, chaque député a voté qui, Madame Mounongo, qui, Monsieur Constant Moutamba est le meilleur l'a emporté. Ce poste pour le bureau de la Chambre basse du Parlement, un vote plébiscite pour les 6 postes réservés à l'Union sacrée de la Nation, un motif de joie pour vous? Mais tout s'est fait sous l'angle de la loi, du règlement intérieur du Parlement. On dit que la majorité envoie ses candidats réservés à la majorité et l'opposition fait de même. Mais vous êtes sans oublier que la majorité, c'est l'Union sacrée. Je ne vois pas pourquoi l'Union sacrée irait pour s'entre-déchirer s'ils pouvaient se mettre déjà d'accord en amont. C'est ce qui a été fait. Les torches ont brûlé au sein de l'Union sacrée de la Nation. Avant que M. Désiré puisse renchérir avec des questions, la présence de Mbosso était malvenue, mal appréciée par un certain nombre, non seulement des politiques, mais également de la mère publique. C'est fait, Mbosso est resté dans la configuration de l'Union sacrée de la Nation. Est-ce que le peuple d'abord a été servi? Ce que je constate, contrairement à ce que les gens ont dit, mais la majorité de l'Union sacrée a voté le président Mbosso parce qu'il a obtenu 279 voix, si je ne me trompe. Si vraiment ces députés ne voulaient pas voir le président Mbosso au perchoir, être parmi les gens qui vont présider au bureau de l'Assemblée nationale, ils n'auront plus que voter des bulletins nuls. S'ils n'ont pas voté des bulletins nuls, ça signifie qu'ils ont adoubé cette candidature. De par là, je pense que le débat est clos. Vous appelez ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale élection, il faut chercher une autre connotation. En tout cas, tant que ça ne transgresse pas la loi sur l'Assemblée nationale, le règlement intérieur en particulier, ce n'est pas un vice. Une élection à candidature unique. C'est à candidature unique parce que tout simplement, c'est la loi qui veut que ça soit comme ça. Ça signifie quoi? La loi dit ça. Qu'est-ce que la loi dit? Il y a la majorité et il y a l'opposition. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. L'opposition a choisi d'être unie. La majorité s'est mise d'accord pour poser des candidatures de façon unie. Mais si au niveau de l'opposition, il faisait de même, on aurait eu aussi un seul candidat. Et ça s'appelle élection? Mais c'est une forme d'élection parce qu'il y a... pas des élections, c'est quand il y a compétition. Pas nécessairement. Mais est-ce qu'hier il y avait compétition? Il y avait aussi des bulletins nuls. Ça signifie que vous pouvez refuser tout ce... L'Union sacrée pouvait refuser l'un de ses candidats pourvu qu'il puisse mettre un bulletin nul. C'était la seule façon pour démontrer qu'il n'était pas d'accord. Mais si à l'unanimité, tous ces gens-là ont fait plus de 300 voix, le problème ne se pose plus. Vous aimez Vital Kamerhe au perchoir de l'Assemblée nationale? En tout cas, c'est le choix de l'Union sacrée. L'UDPS a soutenu M. Vital Kamerhe. Je suis de l'UDPS, je soutiens M. Vital Kamerhe. Je sais que dans son passage à l'Assemblée nationale en 2008, il a fait du bon travail qui est reconnu par devant toute la population congolaise. Mais cependant, autre époque, autre mœurs. Moi, j'aime juger le maçon au pied du mur. On va observer M. Vital Kamerhe, mais c'est quelqu'un d'intelligent. De ce côté-là, personne... Mais il semblerait que l'UDPS est frustré parce que l'UDPS n'aime pas Vital Kamerhe. C'est depuis le premier mandat
que l'UDPS est toujours derrière les bottes de Vital Kamerhe pour l'envoyer en prison. Finalement, aujourd'hui, il est à l'Assemblée nationale. Il y en a qui sont frustrés, il y en a qui pensent qu'il pourrait peut-être bloquer la machine du chef de l'État, surtout à ce qui concerne le changement de la Constitution. Vous êtes d'avis? Déjà, ce n'est pas l'UDPS qui est fait que M. Kamerhe, le président Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale se retrouve en prison, non, c'est la justice congolaise, mais il a été acquitté par la suite. Donc, de ce côté-là, il faut départir l'UDPS de la justice. On se rappelle de Marcelin Bilomba. Marcelin Bilomba n'est pas l'UDPS. Marcelin Bilomba a œuvré comme collaborateur de M. Vital Kamerhe à la présidence de la République. Il faut départir les partis politiques de fonctionnement des différentes structures au niveau de l'État. Ça, c'est des deux. L'UDPS, c'est l'UDPS qui a soutenu M. Vital Kamerhe. L'UDPS est majoritaire en Assemblée nationale. Ça signifie que si vous prenez les mosaïques et vous prenez les partis mosaïques et vous prenez aussi l'UDPS, on a 150 députés. Donc, par conséquent, si on ne voulait pas que M. Kamerhe soit là, il n'y serait pas. Donc, dire que l'UDPS est contre M. Vital Kamerhe serait paradoxal parce que nous l'avons voté à l'unanimité et l'UNC le reconnaît. C'est notre allié. Donc, on ne voit pas pourquoi la présence de M. Vital Kamerhe ferait quelconque mal aux militants de l'UDPS. Bien au contraire. Qu'est-ce que vous attendez de Vital Kamerhe, vous, à l'Union Sacrée et à l'UDPS? Il doit faire bien son travail et il faut être loyal à l'autorité morale de l'Union Sacrée, c'est très clair. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé entre Vital Kamerhe et Joseph Kabila. À l'époque, Joseph Kabila a accepté justement, je crois, l'entrée de l'armée, d'une partie de l'armée étrangère en RDC sans pouvoir consulter le Parlement. Vital Kamerhe s'est énervé. Finalement, il s'est embrouillé avec le chef de l'État. Vous n'avez pas peur qu'il répète la même action avec Félix Tshisekedi? J'ai dit autre temps, autre mœurs. Et puis de deux, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, mais il s'agit ici de la même personne. Mais c'est pourquoi j'ai dit, c'est seulement dans le même environnement que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Les mêmes effets, oui. Si vous changez d'environnement, il ne faut pas vous entendre que les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est un principe scientifique. Donc, mais ici, on n'a pas changé d'environnement parce que la guerre à l'Est, finalement, le chef de l'État signe des accords un peu partout avec des armées étrangères pour secourir la RDC. Est-ce que cette fois-ci, vous n'avez pas peur que les mêmes causes produisent les mêmes effets? Nous ne sommes pas dans le même environnement parce que ce n'est pas les mêmes présidents de la République, ce n'est pas le même Assemblée nationale, donc ce sont des contextes totalement différents. Là, M. Vital Kamerhe, je me rappelle à l'époque, il faisait partie du parti présidentiel qui était majoritaire, mais ici non. Il a son propre parti politique et l'UNC qui n'est pas majoritaire, donc vous comprenez. Donc, M. Vital Kamerhe ne va pas se départir de l'entente de l'Union Sacrée, ça n'aurait pas de sens. Donc, moi je pense qu'il faut juger les maçons au pied du mur. Je n'aime pas trop avoir des a priori. C'est quelqu'un qui a donné une bonne impression quand il est passé pour la première fois à l'Assemblée nationale. Je pense qu'il va le faire de même pour la seconde fois. Dernière question sur le sujet, M. Vincent. Nous avons ouï dire que la présidence de Vital Kamerhe est hypothétique. Et puis, c'est pour un temps limité. Ça veut dire que c'est parce qu'il est réclamé par la population congolaise que l'UDPS avait accepté. Finalement, après 6 mois, vous ferez un effort de pouvoir le destituer et mettre quelqu'un de vôtre. Est-ce que vous êtes au courant de ces insinuations? Je n'aime pas trop le oui-dire parce que je connais le mode de fonctionnement de l'Union Sacrée. M. Vital Kamerhe est arrivé comme deuxième force politique au niveau de l'Assemblée nationale. L'UDPS a jugé bon de céder cette place qui en réalité devait revenir à l'UDPS parce que l'UDPS est la première force politique à l'Assemblée nationale. Mais l'UDPS s'est dit, nous sommes en alliance, il faut faire des concessions. L'UDPS a concédé ce poste-là à M. Vital Kamerhe et nous avons pris la seconde place. Donc ça n'a rien à voir avec des considérations partisanes des militants qu'on assimile à la population, je ne pense pas. Le problème de la législation, ce n'est pas vraiment d'actualité en RDC parce que les textes, on en a, c'est ce qui est dit par un nombre important des politiques qui s'y connaissent en la matière. Je voudrais parler beaucoup plus de la production parlementaire, ce qui n'est pas toujours un débat. Mais à l'époque de Kabound, quand il était premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, il avait animé un débat concernant le train de vie des institutions qui n'avait pas changé quand l'UDPS est arrivé au pouvoir. Ce qui a été critiqué à l'époque, quand l'UDPS était dans l'opposition, le premier mandat, rien n'a été fait.
le second mandat, c'est Kamere qui est à la tête de l'Assemblée nationale. Peut-on espérer un changement, surtout sur le plan social? Que peut-on espérer de ces bureaux de l'Assemblée nationale? Je vais vous donner mon point de vue personnel. Moi, je pense que la réduction des trains de vie de l'État est une nécessité. Il faut qu'on ait un équilibre. Sinon, les moyens pour les investissements seront toujours faibles. Il faut essayer d'inverser ces rapports de force pour aller à la prospérité. Il faut qu'on ait un pourcentage plus important pour l'investissement. La RDC est encore un État vierge qui est presque pas construit. Il y a beaucoup de choses qui n'est presque pas construite. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Donc, c'est le souhait du président de la République. Et je pense que l'Assemblée nationale va emboîter des pas pour essayer de voir où est-ce qu'ils peuvent faire des coupes, notamment par rapport au train de vie des institutions, pour essayer de ventiler le budget de l'État. La RDC en a grandement besoin. Est-ce que ça sera fait? Ces souhaits, n'est-ce pas là l'intention, un chapelet de bonnes intentions? Quand vous avez un pays à gérer avec une population très pauvre et qu'il y a une poignée de personnes qui se retrouvent d'une façon indescriptible. La vérité est que la politique en RDC est ce qu'elle est. Mais le chef de l'État a la bonne volonté d'inverser les choses. Il a eu un premier mandat difficile avec le FCC Cash et puis nous avons la coronavirus et consorts. Donc, ce qui a fait que on a été buté à beaucoup de réalités. Maintenant, ce mandat qui s'ouvre, c'est un mandat vraiment de l'espoir. Dans la continuité des acquis du mandat passé, je sais que le chef de l'État va impulser des réformes importantes qui vont permettre à ce que la population congolaise se retrouve de plus en plus. Mais vous êtes sans ignorer que nous sommes un pays en guerre. Qui dit guerre dit des efforts considérables qui doivent être faits pour permettre à ce qu'on puisse endiguer ces fléaux. Et sans compter toute cette joncture de la communauté internationale qui se ligue contre nous, c'est une situation qui n'est pas facile et il faut vraiment bien avoir la bonne foi de comprendre cette situation. Junior Katende, sous Kabila, le salaire des ministres, les émoluments étaient presque quelque chose de réservé, de non connu. Et sous Tshisekedi, cela est resté la même. Peut-on dire que Tshisekedi est égal à Kabila? Sinon, prouvez-nous le contraire. La vérité est que tout doit être coulé sous forme de loi. Je pense que si vous consultez la loi de finances, vous allez voir que tout est coulé sous forme de loi. Mais le problème, c'est que nous, on ne veut pas lire. Les gens préfèrent ne pas lire, les gens préfèrent spéculer. À moins que cette loi-là ne reprenne pas des chiffres. Mais moi, je suis convaincu que dans cette loi, pour celui qui veut bien lire, tout est repris dans la loi. Vous avez lu la loi des finances vous-même qui dit cette loi, combien touche le président de la République et les députés nationaux? Je n'ai pas les sujets. Donc vous ne connaissez pas, c'est comme ce Kabila, vous ne connaissez pas non plus. C'est que moi je sais. Personnellement, j'estime qu'un salaire, c'est individuel. Celui qui veut connaître les salaires du président de la République, qui est un homme public, n'a qu'à consulter la loi des finances. Il y a une rubrique président de la République, gouvernement, Assemblée nationale. Tout est repris. Il suffit seulement de prendre les chiffres sont connus, donc on ne peut pas tergiverser sur des petites choses comme ça. Celui qui veut connaître n'a qu'à aller lire. Moi, je ne viendrai pas ici dire que le député touche combien, le président touche combien. Pour moi, je pense que c'est un débat de moindre importance. Le bureau de l'Assemblée nationale étant installé cap sur la sortie du gouvernement Toulouka, on en parle également dans cet entretien. Junior Katende, nous attendons à bras ouverts la sortie du gouvernement parce qu'il faille tout d'abord que les bureaux de l'Assemblée nationale soient installés, ce qui est fait, malgré cette léthargie qui a été condamnée par plus d'une personne. Comment voyez-vous d'abord la taille du gouvernement Toulouka? D'après les informations à ma possession, je sais qu'il y aura réduction au nombre au niveau des ministères. Et puis, ce n'est un secret pour personne. 10 députés correspondent à un ministère, donc c'est connu. Donc le calcul peut être fait. On peut 46 postes comme ça, ministériels. Désiré? Junior Katende, nous attendons la publication du gouvernement qui sera certainement dans quelques jours. Nous vous avons vu à travers les médias passer un peu partout, radio, télévision, médias en ligne, presse écrite. Vous avez proposé autant, vous avez fait justement autant de propositions allant dans le sens de développer la RDC et de
donner au chef de l'État un bilan positif. Vous pensez que vous pouvez faire partie du gouvernement, oui ou non? Et si vous ne faites pas partie, quelle sera votre position? Je suis parti d'un fait politique. Tout est parti de la sortie médiatique que le chef de l'État avait organisé, les briefings spéciaux entre le chef de l'État et la presse congolaise. Le chef de l'État s'est plaint d'un certain nombre de choses, et notamment au ministère des ITP, certains autres ministères, qui a inhérent à mes connaissances acquises. Je me suis dit, mais ce que le chef de l'État est en train de poser comme problème, je peux apporter les différentes solutions. C'est comme ça que j'avais résolu de ne plus me taire et essayer de faire entendre la voix, de sorte que d'abord ceux qui sont aux affaires puissent les appliquer. Ensuite, si jamais le chef de l'État estimait, ou bien mon parti estimait que je pouvais mieux servir en étant au gouvernement pour faire appliquer tout ce que j'ai en train de dire, je vais le faire. Mais le plus important, c'est d'abord de faire passer les messages, de faire comprendre aux gens c'est possible de faire des travaux autrement pour amener au changement. Parce que tant qu'on ne sort pas de la routine, on continue à faire des choses comme telles, on restera dans la stagnation. Donc c'est très clair. Donc cette position, que je sois dans le gouvernement ou pas, pour parler, je parlerai toujours. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'était sur le plan politique, sur le plan sociologique. C'était de montrer, surtout à une catégorie de population appelée albinos, qu'il ne faut pas se considérer comme si ils étaient de faire valoir, comme si on était des sous-hommes. Non. Oui. Il faut montrer par A plus B que le cerveau qui est dans celui qui est jaune, qui est dans celui qui est rouge, qui est dans celui qui est blanc, qui est dans celui qui est noir, qui est dans celui qui est albinos, s'évalent, selon qu'on a bien appris ou pas. Donc c'était ces deux combats-là que je suis en train de mener et que je continuerai à mener, de sorte que je sois au gouvernement ou pas, de sorte qu'on puisse décomplexer un peu le genre. J'ai des échos vraiment positifs dans ce sens-là et je m'en réjouis. Avant qu'on ne parle de l'albinisme, parce que j'avais des questions également sur l'association des albinos qui se sont réunis pratiquement plusieurs fois déjà, nous avons suivi à travers les médias. Si aujourd'hui le chef de l'État décide à ce que Junior Katende pilote le ministère des ITP, quelles seraient vos priorités? Ma première priorité serait 1. Redonner au bureau technique de contrôle la force qui lui permet de bien faire le travail. Dans un premier temps, je vais ordonner de sorte que tous les travaux routiers soient contrôlés systématiquement par les bureaux techniques de contrôle pour éviter tout ce que nous sommes en train de voir. Et puis, renforcer le pourcentage qui incombe au contrôle. Le pourcentage actuel alloué au BTC est tellement marginal qu'il ne permet pas au BTC de bien faire son travail. Le pourcentage dû pour le contrôle, c'est 5%. Ça n'a jamais été en dessous. Vous comprenez? Donc 5% du devis, lié à la construction. Vous comprenez? Donc pour les routes, qui est un secteur très important, en tout cas, on ne peut pas y avoir de tergiversation en termes de contrôle. Ça, c'est en premier temps. En deuxième lieu, c'est de lutter pour que les BTC mutent en inspection générale de contrôle des travaux publics, de sorte qu'ils puissent avoir la latitude de contrôler tous les travaux d'exécution dans tout le ministère. Ils dépendraient par ricochet à la présidence de la République, et ça va permettre de lutter contre la surfacturation. Ça sera un organe de contrôle a priori et a posteriori, parce que dans ce sens-là, l'IGF est limité. Ça, c'est de 1. De 2, ça sera faire baisser le coût de construction en République démocratique du Congo, parce que ça nous empêche d'atteindre le développement. Ce n'est pas normal, on a, comme j'ai toujours dit, je me répète... procédé, vous allez baisser le prix? Je suis un technicien. D'accord. Je ne peux pas comprendre que les matériaux premiers, les matières premières, notamment les différents concassés, qui se trouvent dans nos sols et sous-sols, qui peuvent nous permettre de construire nos routes à bas prix, mais on nous les vend à prix d'or par des expatriés. Si l'OVD pouvait avoir lui-même sa carrière de pierre, si l'office de route pouvait avoir sa carrière de pierre, elle ne taxerait pas à l'État ces différents matériaux, ou ça va taxer à un prix relativement très bas pour permettre à ce qu'on puisse construire nos routes à un bas prix. On aurait une économie qui varie même de 30 à 40% sur le coût actuel de construction. Mais ça va se faire en concertation avec le ministère de l'économie. Moi, je vais amener les arguments techniques
Et le ministère de l'économie va faire appliquer cela. Vous allez voir que le coût de construction va baisser. Et la construction a l'avantage de drainer des centaines de milliers de dollars, des centaines de millions de dollars. Alors, ça va faire que si ces coûts-là sont vraiment très bas, on aura plus de dollars dans le marché congolais parce qu'il y aura plus de marchés de construction. Et ça va faire que plus il y a l'offre de dollars, ça va faire évaluer, apprécier le franc congolais par rapport au dollar. Donc ça aura un effet d'entraînement sur le coût d'exécution du dollar. Ce sont ces deux piliers que moi, si jamais j'occupais cette fonction-là, je vais faire appliquer pour essayer de donner un peu la joie aux Congolais. Parce que je me dis, pour qu'un ministre puisse avoir la joie qu'il a bien réussi, il faut faire baisser le coût de la vie dans les secteurs où vous exercez. Ce n'est pas normal. Vous êtes un ministre, vous allez au bureau, vous allez à la maison, bureau, maison, vous avez la signature, mais vous n'arrivez pas à prendre les mesures qui permettent à ce que l'État congolais puisse se retrouver, la population congolaise puisse se retrouver dans les secteurs où vous exercez. C'est de la somme de tout ça qui va dépendre même le bilan du chef de l'État. Donc, il est très important que si ce mois, c'est bien. Si le chef de l'État pense que c'est une autre personne qui peut faire ça, c'est bon. Mais exécuter ce que moi, je suis en train de penser, c'est vraiment salutaire pour la population congolaise et pour l'État congolais. Avant que Vincent ne prenne parole, vous êtes ingénieur en travaux publics, enfin, en bâtiment justement et travaux publics. Je vous donne 30 secondes pour analyser le bilan de votre prédécesseur. Bon, pas prédécesseur. Le sortant. Je suis peut-être prophète du ministre Alexis Guizarro qui a dirigé les ITP. 30 secondes. Comment trouvez-vous son bilan? Est-ce qu'il a un bilan positif ou il présente un bilan négatif? En tout cas, je n'ai pas cette latitude de faire des jugements de valeur sur des individus. Il ne m'appartient pas, il appartient au chef de l'État qui l'avait employé, il appartient au Premier ministre. Il a géré la Respublica. Mais ce qui est sûr, il a essayé vraiment de travailler. Il a essayé vraiment de travailler parce qu'il y a eu quand même beaucoup de... Est-ce que c'est un technicien ou bien il a été nommé politiquement? Je ne sais pas. Je n'ai pas eu le temps de savoir si vous êtes ingénieur en BTP, M. Désiré l'a dit, vous avez de lunettes scientifiques pour détecter que cette personne est à sa place parce que les ITP, il s'agit bien sûr des ministères techniques. En voyant Guissaro à l'œuvre, vous êtes dit que l'homme est à sa place? Être à sa place, c'est le chef de l'État qui évalue s'il est à sa place ou pas. Mais en tant que technicien, j'ai toujours pensé que le ministère technique, en tout cas, il faut le confier à des techniciens. Ça, c'est clair. Il n'était pas un technicien, il n'était pas à sa place. S'il est technicien, c'est bon. Mais moi, j'ai dit, tout ministère technique, en tout cas, il faut le confier aux techniciens pour éviter qu'on vous amène des projets que vous puissiez avoir votre propre regard scientifique par rapport à l'affaire. Quand vous regardez par exemple le projet des zéro trous, qui était également un projet qui revenait des droits au gouvernement central, mais attribué au ministère des ITP, vous vous dites qu'il y a un élan qui a été observable dans la faisabilité à Kinshasa? Franchement, les genres de projets comme zéro trou sont des projets à éviter. Parce que ce sont des projets purement politiques et non techniques. Vous savez, les différents DG subissent des pressions énormes, notamment de la part des ministres ou des politiques. Ah, les chefs de l'État pour les Kananzela, en tout cas, il faut ça la mbangu. On amène la solution politique et pas la solution technique. Ça veut dire quoi la solution politique? La solution politique, ça signifie, bon, tout ça la caca, tout zipa caca, on fait seulement pourvu que le chef de l'État puisse passer 2 ou 3 jours. Ok. Tout s'abîme. Mais la solution technique, c'est porter la solution au problème, résoudre les problèmes sur la durée. Vous comprenez? Donc, nos chaussées routières ici se comportent un peu comme un corps malade. Ça signifie que quelqu'un qui a la typhoïde, si vous lui donnez un produit contre la malaria, elle ne guérira pas. Donc, il faut administrer à chaque maladie qu'on appelle dégradation pour les cas de route, les remèdes qui correspondent. Sinon, vous ferez votre route. Et dans la plupart de nos routes ont atteint l'âge de fatigue. C'est la reconstruction qu'on doit donner comme remède. Mais ici, on fait les rechargements, on fait les points d'attente. Pourquoi? Parce que j'estime que, comme j'ai dit, souvent ces DG-là reçoivent beaucoup de pression. Mais si vous avez un ministre, vous avez une autorité qui a un regard scientifique, quand le DG va expliquer au ministre que, monsieur le ministre, la route a atteint l'âge de fatigue, nous ne pouvons que reconstruire. Le ministre ne va jamais dire « ça la caca ».
Le ministre va dire, vous avez raison par rapport à ce qu'on a appris, c'est ce qu'on va faire. Et le ministre sera capable de convaincre les chefs de l'État pour dire, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour tel cas, nous devons faire ceci pour économiser. Parce que quand vous faites quelque chose dans trop l'œil, ça se détériore, vous devez encore reprendre et vous comprenez que vous allez dépenser 2 ou 3 fois par rapport à même si vous avez tout simplement reconstruit. Donc, alors, ce sont ces éléments. Alors, nous comprenons également qu'il y a un problème au niveau du casting. Quand on nomme des gens qui ne sont pas qualifiés dans certains ministères, c'est ça les failles qui en découlent. Au niveau de l'IDPS, avec la structure des gestions, des ambitions, est-ce que votre secrétaire général a eu suffisamment assez de temps pour pallier à ces problèmes, afin que nous évitions d'avoir des politiques plutôt que des techniciens? À ce que je sache, la gestion des ambitions au niveau de l'IDPS a été confiée à une structure autonome. Donc le CG n'a reçu que le rapport. Donc par conséquent, il ne pouvait pas intervenir en aval pour faire quoi que ce soit. Et s'il recevait un rapport biaisé? Mais s'il recevait un rapport biaisé, ça sera là tout le problème. Oui, mais c'est à lui, justement, de vérifier si le rapport est réellement authentique. Est-ce qu'il l'a fait? Attention, en ce qui concerne le gouvernement, seul le chef de l'État et Madame la Première ministre a les derniers mots. Non, mais Kabouya doit présenter... Oui. Justement, mais Kabouya doit présenter un rapport réfléchi auprès du chef de l'État. Ça veut dire un produit fini pour que celui-ci n'ait pas de travail. Et pour enchérir à cette vous avez 3 ou 15 ministères au niveau de l'UDPS. Ça veut dire que les gens dont M. Kabouya doit envoyer, qu'il a déjà envoyé, doivent refléter vraiment la qualité. Quand il dit qualité, les niveaux, la technicité, mais également des politiques, parce que ça ne peut pas manquer. Est-ce que tous ces critères ont été mis en place? Bien entendu, les hommes qui ont été choisis pour faire ce travail, beaucoup même ont été des anciens ministres, ce qui fait que les différentes lacunes des ministères qui se sont succédés, ils doivent les combler. Sinon, ça sera un travail vain. Ça, c'est de 1 et de 2. L'IDPS n'a pas 15 ministres. Je vous ai dit que l'IDPS n'a que 75 députés. Si vous prenez avec la mosaïque, mais la mosaïque, sur le plan formel, c'est la mosaïque. On ne compte pas comme si c'était IDPS, non. Mais nous tous, nous savons que c'est la mosaïque IDPS. Maintenant, la façon dont les autorités se sont organisées, là, ça va au-delà de... Mais quand vous partez dans des matinées politiques, il ne vous dit pas ce qui est fait au niveau de la structure qui a la charge des ambitions? Attention, rien n'a été dit, il faut réserver la primeur au chef de l'État. Ça, au niveau du parti politique, c'est un fait privé, oui, c'est d'abord aux militants. Oui. La haute autorité de référence de l'IDPS, c'est bien le président de la République, Félix Tshisekedi, qui est le président de l'IDPS. Mais parce qu'il ne peut pas exercer ses fonctions de président de l'IDPS, mais il n'en demeure pas moins que c'est le président de notre parti, il faut d'abord lui réserver la primeur. Et qu'il ne peut pas rendre compte à la base. Il n'y a aucun parti où le secrétaire général rend chaque jour compte à la base. Mais vous chantiez qu'à l'UDPS, c'est la base de démocratie, oui. Attention, dire que c'est la base qui décide, ça ne signifie pas que la base doit faire n'importe quoi. Non. C'est-à-dire? Dire que c'est la base qui décide, ça signifie que si le CG Kabouya est là, c'est parce que la base le veut. Si le président de la République est là, c'est parce que la base le veut. Alors, vous avez exprimé vos ambitions clairement à la structure entre guillemets citée pour exprimer clairement vos ambitions, que vous serez déjà, vous étiez sénateur, non soutenu par l'IDPS, éjecté par la petite fenêtre. Vous étiez frustré. On a vu comment vous avez fait votre tête par le passé. Bon, c'est la vie. Mais avec le gouvernement, quand même, ça a été au niveau de la gestion des ambitions. En tout cas, vos questions me surprennent un peu. Je n'ai jamais été frustré. Parce que je sais que... candidat sénateur non soutenu par l'UDPS, son parti politique. Candidat sénateur, mais il y a plusieurs candidats qui n'ont pas été retenus, c'est clair. Il n'est pas dit que parce que vous avez été candidat à la candidature que forcément on doit vous prendre. Non. Moi j'ai fait ma part, le reste c'était pour le parti. Ça c'est pas un problème. C'est pas un problème. De la même manière que j'ai exprimé mes ambitions clairement au niveau du parti, mais il n'en demeure pas moins que le dernier mot revienne au parti et ensuite au Premier ministre, au chef de l'État, c'est clair. Techniquement, en dehors des ITP, vous pouvez, au regard de votre formation scientifique, vous pouvez également jeter un coup d'œil au niveau de l'urbanisme et habitat. Et si on vous conférait ce ministère, quelles peuvent être
les premières actions que vous pouvez poser? En tout cas, moi, le ministère de l'urbanisme, c'est un ministère intéressant parce qu'il y a beaucoup à boire et à manger dans ce ministère. La première des choses, c'est qu'il faut renforcer les services de l'urbanisme. Donner aux gens qui œuvrent dans ce ministère la capacité de bien faire leur travail, les moyens de leur politique. Et puis, annuler l'arrêté actuel sur la taxation sur l'autorisation de bâtir. C'est un arrêté qui est très exorbitant en termes de coûts. Comparé avec l'ancien arrêté... Ça pèse sur qui? Sur l'État ou sur la population? Ça pèse sur la population. D'accord. Donc, pour un terrain où on pouvait payer par exemple les $2000 pour obtenir l'autorisation de bâtir, aujourd'hui vous pouvez payer même 20 000 à 30 000. C'est beaucoup pour rien. Vous comprenez? Mais c'est l'État qui gagne. Taxer, c'est l'État qui gagne. L'État ne peut pas gagner au détriment de la population. Vous empêchez la population de construire. Quand vous empêchez la population de construire, c'est vraiment un manque à gagner pour l'État congolais. Donc, il faut prendre des mesures qui incitent la population à prendre des initiatives et non prendre des mesures qui empêchent la position. Mais aucune structure n'a contesté. Il n'y a que vous qui contestez cela. C'est pour autant dire qu'il n'y a que vous, un seul élément qui sort du diagramme qui n'est pas d'accord avec... En tout cas, quand j'ai échangé avec toutes nos corporations, tout le monde m'a donné raison pour dire que cet arrêté-là doit être abrogé. Mais elles sont où ces corporations? Sur terrain, on n'a vu personne. Pépémo. Vous avez les ingénieurs, c'est ce que j'ai remarqué, les ingénieurs ne s'intéressent pas trop à la politique. Beaucoup pensent qu'il suffit seulement de gagner ces marchés, on s'arrête là, qu'ils mettent ça ou ça, nous avons nos marchés, on gagne, on s'en fout. Parce qu'il y a la parenthèse. On a compris que c'est ce qui a fait que les politiques nous ont damé les pignons et ils nous ont amené vraiment la bouillabaisse et ça a plongé le pays où nous nous trouvons aujourd'hui. C'est pourquoi nous pensons de plus en plus, les ingénieurs, les architectes, les urbanistes pensent qu'il faut aussi mettre la tête en politique pour permettre aux politiques de comprendre que on ne peut pas tout faire. Parce que la politique ne peut pas venir au-dessus de la science. Si la politique va au-dessus de la science, on tombe dans le désordre. Vous allez vous rendre compte au niveau du ministère de la Santé, au niveau du ministère de la Justice, on fait cet effort-là de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que c'est vraiment encadré. Mais chez nous autres ici, il y avait un peu... n'est pas à sa place. Je le dis encore, je n'aime pas porter les jugements de valeur sur les individus. Moi, je juge les faits. Je vous dis que cet arrêté-là est contre-productif parce que ça coûte trop cher inutilement. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est le fameux guichet unique de l'autorisation de bâtir. Mais c'est un service de trop pour rien. Il fallait tout simplement renforcer les services de l'habitat existants. Parce que si on va à Moueka, ces guichets uniques-là n'existent pas. Mais si vous allez à Moueka, les services de l'urbanisme existent. Donc on demande à l'État de commencer à chercher de voies et moyens comment implanter cette structure-là dans toute la République, alors qu'on pouvait tout simplement renforcer les services de l'urbanisme existants pour faire le même travail. Donc vous comprenez. Donc ce sont ces deux éléments-là. Première chose, renforcer les services de l'urbanisme. Deuxième chose, abroger l'arrêté sur l'autorisation de bâtir qui coûte cher inutilement. Et troisième chose, prendre l'actuel GIPEC, le mettre dans les services de l'urbanisme et permettre aux services de l'urbanisme de travailler, parce qu'en créant le GIPEC, on paralyse tout un département de services de l'urbanisme qui faisait ce travail. Donc, ce sont ces mesures-là que moi, personnellement... Et si Puissant Mobile est maintenu à l'urbanisme et habitat, ça voudrait dire en d'autres termes que le pays ne connaîtra pas d'essor? D'après vos plaintes, hein? Monsieur Puissant Mobile peut s'inspirer de ce que j'ai dit pour rectifier les tirs. C'est clair. Alors, s'il ne réfère pas à ce que vous dites, c'est qu'il est mal entouré, bien il a été mal entouré. Ça, je ne sais pas, mais nous constatons que tout simplement, mal entouré ou bien entouré, il faut prendre des initiatives qui permettent à ce que la population puisse respirer et non faire le contraire. Je vous dis que cette taxation-là coûte cher et beaucoup de gens bypassent même ces taxes-là. Ils construisent sans avoir les documents sur l'autorisation de bâtir, ce qui n'est pas bon. L'État vit des taxes et impôts. Voilà pourquoi la DG est en train de sensibiliser la population. Donc ça a été réfléchi. On dit que trop d'impôts tue l'impôt. Oui. Tout doit rester mesuré, pondéré. Si vous faites de trop,
vous déséquilibrez la population. Je vous dis que il faut prendre des mesures qui permettent à la population de prendre des initiatives et non prendre des mesures qui font les effets contraires. Ce qui est néfaste pour notre pays. Je regarde avant que M. Désiré puisse prendre la parole. Mécano m'alerte que vous n'avez pas été reçu par Kabouya, pas vous en personne, mais la structure des albinos qui a voulu rencontrer Kabouya, celui-ci n'a pas été, il n'était pas disponible pour les recevoir. Oh là là. Bon, qui vous a dit ça déjà? Le CG Kabouya avait prévu de nous recevoir. Vous savez, à l'époque, il était encore informateur et consort. Donc, il avait vraiment il était trop surchargé. Je pense que c'est de notre côté qu'il faut relancer cette initiative. Trop surchargé, RFI Poli, parce que vous aviez sûrement un cahier des charges à les soumettre. Vous pouvez penser que c'est un refus poli, mais moi qui suis de l'UDPS, je continue à croire que c'est vraiment dit à son agenda. C'est à nous maintenant de relancer cette audience, de demander encore cette audience. Mais moi individuellement, il nous avait reçu, moi et la coordinatrice Nardine. Zongo, là, c'était vraiment la nuit, il était fatigué, mais il avait quand même accepté de nous recevoir. Vous apprenez également qu'il faut passer la nuit pour les rencontrer. Et des fois, ces rencontres sont calées très tardivement. Les gens rentrent des fois un jour après. En tout cas, moi je suis allé, je l'ai rencontré, je ne suis pas rentré un jour après. Je ne vois pas quelqu'un qui peut rester, qui peut faire 24 heures pour rencontrer une autorité, sinon elle va rentrer à la maison. Est-ce que vous, la crème intellectuelle de l'IDPS, vous serez servi cette fois-ci? Une question, seul le chef de l'État, le CG Kabouya, Madame la Première ministre peuvent répondre et non moi. Monsieur Désiré. Les albinos, Monsieur Katene, que réclament les albinos? Je dois être clair avec vous, et c'est connu, c'est passé même dans vos médias, c'est passé dans tous les médias IP de ces pays, en commençant par 10e rue. Les albinos estiment que depuis qu'il y a la nuit des temps, il n'y a jamais eu un albinos élu. Voilà pourquoi j'avais postulé pour être sénateur, vous vous rappelez? Et puis il n'y a jamais eu un albinos comme membre du gouvernement. Voilà pourquoi j'ai exprimé mes ambitions. C'est très clair. Donc au travers de notre coordination, dont moi-même je suis le coordonnateur principal, donc en résumé c'est ça. Les albinos disent qu'ils doivent se sentir aussi considérés. On ne doit pas toujours être à la solde des gens. Et si on bypass, j'ai démontré que je valais mieux que beaucoup. Et si on vous bypass, on présente notre albinos, on dit ben Katene a chanté toute la nuit comme la cigale qui chantait pendant l'été. Maintenant il faudrait le bypasser, vous êtes en politique. On amène un autre albinos et on lui confie un poste. Quelle sera votre réaction? Je serai très content pourvu qu'il fasse du bon travail, pourvu qu'il amène des initiatives. On ne va pas placer un albinos parce pour le plaisir d'être albinos, mais on va placer un albinos parce qu'on estime que celui-là est capable d'apporter, celui-là est capable de faire des idées. Voilà pourquoi toute une corporation au niveau de la République démocratique du Congo me porte pour représenter les albinos, parce qu'ils savent que je vais bien les défendre. Est-ce que vous vous sentez soutenu à l'UDPS quand on sait que c'est Kabouya qui a le dernier mot, c'est lui le patron? Quand il dit un mot, j'étais tenté de dire que quelque chose se passe. En tout cas, le CG Kabouya, je vais vous dire la vérité, c'est que je pense, le CG Kabouya est quelqu'un qui est ouvert. Il fait confiance à tout le monde. Il laisse à tout le monde la possibilité de s'exprimer. Mais il ne peut pas avoir de parti pris parce que c'est moi, il doit forcément être de mon côté, mais parce que c'est X. Non, c'est un père qui s'élève au-dessus de tout le monde. Il regarde tous les enfants. Mais c'est en fonction de... Mais je vous dis, ce qui est une vérité. Dans ces pays, nous exercerons des fonctions là, il n'y a rien à faire. Vous êtes au futur simple. Quand je dis nous exercerons, ça peut être même à partir de demain. L'albinisme n'est pas une maladie, mais encore un handicap. Pourquoi vous vous victimisez? L'albinisme est une vulnérabilité. Parce que l'albinos est caractérisé par le fait qu'il n'a pas de mélanine. La mélanine, c'est quoi? Ce n'est pas une maladie. C'est une vulnérabilité. Ce n'est pas non plus un handicap. C'est une vulnérabilité. Justement, mais vous vous victimisez pour les personnes vulnérables. C'est là que j'allais arriver. Les personnes, quand je dis, je répète, c'est une vulnérabilité, c'est une vulnérabilité. C'est pour dire la protection des personnes vulnérables est une nécessité dans notre pays.
nous avons l'obligation d'être un moteur par rapport à l'Afrique. Je l'ai vu au Congo-Brazzaville, il y a M. Thierry Bongala qui est au gouvernement, il fait bien son travail. Vous comprenez? Le chef de l'État est le premier président à avoir pris à bras le corps le dossier relatif aux albinos. Il en a même parlé quand il était encore président de l'Union africaine. Donc par conséquent, les effets doivent se produire dans les pays où lui-même est président. Donc de ce côté-là, nous savons que on a un meilleur allié avec nous. Je reviens sur les éléments pratiques, parce que je vous connais comme ingénieur en travaux publics, en bâtiment, travaux publics. Je prends l'exemple du ministère du Développement Rural, qui dirige... Chez Roubota, François. Roubota, voilà, François Roubota. Vous aimez faire la fixation sur les individus? Je ne fais pas de fixation, mais sinon, les institutions sont gérées par des personnes. Exactement. Et ces personnes doivent être évoquées quand on parle des institutions. Si il arrivait qu'aujourd'hui, on vous confie ce ministère, quelles seront vos priorités? La priorité serait... Je suis dans le domaine de technicité. Oui, la priorité dans ce ministère qui est un ministère très capital. Oui. Vous savez, s'il faut faire baisser le coût de la vie d'une façon sensible en République du Congo, il faut que les routes des dessertes agricoles soient opérationnelles. Et comme je l'ai dit, même dans ces domaines-là, le coût de construction de ces routes reste élevé inutilement. Ah oui. Alors que là, on a besoin de routes en terre. C'est quelque chose qui ne demande pas, qui ne coûte pas léger la terre. Vous comprenez? Mais il y a surfacturation. En tout cas, attention, surfacturation et le coût élevé des matériaux, ce n'est pas la même chose. La surfacturation, ça signifie quoi? Un pain qui coûte 20 francs, vous le mettez à 100 francs. Vous comprenez? C'est ça la surfacturation. Mais alors, le coût élevé, ça signifie quoi? Un pain qui, dans d'autres pays, est fixé à 20 francs, mais vous le fixez à 40 francs. Ça signifie que celui qui paye ces pains-là à 40 francs, c'est le prix légal dans ces pays-là. Tout à fait. Vous comprenez? Il n'y a pas de surfacturation. C'est ça son prix. Mais comment expliquer si vous, au Congo, vous faites tout pour payer ces pains à 40 francs, alors que si on va dans un pays tiers, on le paye à 20 francs? Qu'est-ce qu'eux font pour que ces mêmes pains-là coûtent 20 francs chez eux et chez vous, ça coûte 40 francs, alors que vous avez tout ce qu'il faut pour fabriquer ce pain-là? C'est ça le coût élevé des prix. Vous comprenez? Qui est à départir avec la surfacturation. C'est dans ça que nous devons lutter. Si nous devons construire notre pays, nous devons lutter sur le coût élevé de construction en RDC. C'est valable même pour les routes de dessert agricoles. Donc, nous devons tout faire pour relier de part en part nos différents centres, nos différentes agglomérations pour écouler la marchandise. Mais ça va se faire tout simplement si on prend des mesures pour que le coût de construction baisse sensiblement. Donc c'est le moteur même, le gouvernement souminois, de la première ministre souminois doit se pencher sur cet élément. Et ça n'est même pas en construction. Il y a beaucoup de nos denrées qui ont un coût élevé d'une façon injustifiée. Deux éléments de démarcation qui peuvent faire la différence entre vous, si on vous conférait ce ministère, et Roubota qui est là. Deux. La première chose, comme je vous dis, je n'accepterai pas de projet avec des coûts exorbitants. Je suis technicien, je sais comment quantifier ces choses. Si je sens qu'il y a surfacturation, je vais m'y opposer d'une façon implacable. Et la deuxième des choses, il faut faire baisser les coûts de construction en République du Congo. C'est valable même pour les routes des dessertes agricoles. Ce n'est pas normal que dans notre pays, on ait quasiment pour construire un petit projet, ça vous prend des sommes faramineuses qui représentent même un casse-tête pour l'État, même les différents édifices ici qu'on construit. On doit tout faire pour réduire ces coûts-là, pour permettre à ce que l'État puisse respirer. Deux éléments qui peuvent vous démarquer de Alexis Guizarro. Ça, j'ai dit, la première chose, c'est que le BTC, on doit confier au BTC tous les marchés. Ce qui ne se fait pas actuellement. Oui, c'est pourquoi je vous dis, on doit confier au BTC la latitude de contrôler tous les travaux routiers. Parce que les routes sont d'intérêt national, régional. Il faut qu'il n'y ait pas des entreprises qui viennent un peu en accompagnateur, qui ne font pas correctement leur travail. Et muter les BTC en inspection générale de contrôle des travaux publics.
sous supervision de la présidence, qui va permettre à ce qu'ils puissent contrôler tous les ministères en termes de travaux de construction. Et 3, faire baisser les coûts de construction en République démocratique du Congo, parce que j'estime que la construction de nos routes coûte excessivement cher pour rien. Un mot par rapport au ministère de l'Environnement. Chez Madame Eve Bazaïba, elle nous a rappelé à l'ordre pendant cette période des gaz à effet de serre qu'il faudrait prendre beaucoup d'eau, ce qui est bon, se mettre dans des endroits frais. Je retiens ces recommandations de Maman Eve Bazaïba. Vous seriez à sa place, ça aurait été presque les mêmes recommandations? Nous devons vivre dans un environnement vraiment salubre. Il faut prendre des initiatives qui permettent à ce que la ville de notre pays puisse respirer. Je vais vous dire, nos eaux ici, si vous prenez les fleuves Congo, nos différentes rivières, sont presque asphyxiées par des déchets, il n'y a presque pas d'air. Ce qui fait que nous ressentons une chaleur excessive. Ça va continuer à monter comme ça si on ne prend pas des mesures coercitives pour résoudre ces problèmes. On doit stopper toutes ces entreprises de production des déchets qui causent la mort. Vous savez que les plastiques s'éliminent d'une façon très difficile dans l'environnement. Si vous prenez même de l'eau en plastique, si ces résidus-là vont dans votre corps, c'est difficile pour les éliminer. Donc, on doit tout faire pour arrêter cette hémorragie-là de production des éléments en sachet. Ça, c'est de 1. Mais tout ça va passer par le changement de mentalité. Le changement de mentalité est l'élément moteur pour le développement de la République démocratique du Congo. Mais le changement de mentalité ne va pas se faire comme on a créé une structure à la présidence, où on appelle le changement de mentalité. Ce n'est pas ça. Le changement de mentalité doit concerner tous les acteurs de la vie politique. Les politiques, les religieux, les écoles, les éducateurs de masse, les médias doivent être concernés pour leur demander désormais d'inculquer dans la population, d'imbiber dans la tête du peuple que le respect des biens est sacré, le respect de l'environnement est sacré. Les églises ont une influence terrible sur la population. Pourquoi on ne doit pas dire au pasteur que quand vous prêchez, prenez même 2 minutes pour essayer de faire passer la notion du civisme à la population? Narokendelo, là, c'est très bien, nous tous nous voulons aller à l'eau là, mais pour le moment, on vit sur terre. On ne va pas vivre avec la saleté, vous comprenez? Les médias. On peut concerner 10e rue, on concerne Top Congo, Télé 50, tous ces médias pour dire prenez un temps, même 10 minutes, pour parler du civisme, pour parler du patriotisme. C'est de là que viendra le changement de mentalité. Le changement de mentalité ne viendra pas parce qu'on a créé une structure à la présidence de la République. Non, ça sera contre-productif. Mais ceux qui animent cette structure-là au niveau de la présidence de la République peuvent se saisir de ce que je suis en train de dire pour mettre ça en exergue. Ça ne coûte pas des millions. On doit demander à toutes ces structures-là de faire un peu de sacrifice. Vous demandez, vous médias, vous exercez en RDC, vous faites aussi des profits en RDC. Prenez même 10 minutes de votre temps pour parler de ceci. Idem pour les églises, idem pour les musiciens et consorts. Vous allez voir que la population va suivre. Nous sommes quasiment à la fin de cet entretien. Junior Katende, vous allez fixer tout droit la caméra qui est juste au devant de vous. Adressez-vous devant tous ces Congolaises et Congolais qui vous ont suivi, mais en particulier aux autorités, ceux qui ont la signature. Exprimez-vous. Ce que moi je vais dire tout simplement, c'est nous devons soutenir le chef de l'État. Il a de très belles ambitions pour la République démocratique du Congo. Nous devons être unis et solidaires. Nous devons faire bloc, dénoncer tout ennemi qui tend à venir s'aimer la mort, s'aimer la terreur en RDC. Soutien total au FARDC, soutien total aux services de sécurité, tous derrière le chef de l'État, et nous allons arriver à bon port. Je rappelle que vous êtes ingénieur Katende, ingénieur en bâtiment et travaux publics, l'un des cadres de l'UDPS Tshisekedi. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, monsieur le journaliste. Cet entretien a été co-animé avec Désiré Moloa. Merci, Désiré. Merci beaucoup, monsieur Vincent. Demain, à 18h, Bruxelles, avec d'autres invités. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi cet entretien retrouvé à 19h pile, Merveille pour la grande messe, avec beaucoup d'actualités sur nos ondes. À toutes et à tous, à très vite. Dixième rue, ma télévision.
la construction de notre pays coûte cher inutilement. Comment vous pouvez comprendre qu'un pays qui a tout, les minéraux, les carrières des pierres, tout ce que vous voulez, mais on a 1 kilomètre de route à 4 bandes qui vous coûte $1 million. C'est excessivement cher pour rien. C'est que je pense que le ministre Alexis Guizarro a fait ce qu'il a pu faire. Il a trouvé un état de choses comme ça. Les prix, il ne les a pas inventés, il les a trouvés comme ça. Et le ministre n'a pas vocation de faire appliquer l'exécution de projets, non. J'ai dit que vite, les ministres qui vont entrer en fonction, si c'est le ministre Guizarro qui va continuer, tant mieux. Si on va changer, tant mieux. Parce que je reçois les appels comme quoi, il veut prendre la place de tel, il veut prendre la place de tel. Comme étant scientifiques, nous réfléchissons. Quand nous émettons de points de vue par rapport aux différents ministères qui touchent à notre secteur, c'est pour amener par rapport à ce que le chef de l'État avait dit, qu'il avait constaté beaucoup de failles, amener qu'il puisse y avoir des solutions. J'ai dit, il faut que les ministres des Travaux publics et les ministres de l'économie se mettent ensemble pour revoir les différents prix en toute objectivité. Pourquoi? On ne peut pas taxer à l'OVD, à l'Office des routes, les prix de nos propres pierres qui sont issues de nos carrières par un expatrié qui n'a eu de cesse de quitter chez lui, pauvre, venir chez nous, commencer à exploiter nos carrières et vendre à prix d'or nos pierres qui servent à fabriquer nos routes. L'OVD a une carrière. Est-ce que l'Office de route a une carrière? Est-ce normal? Qu'est-ce qui les empêche d'en avoir? Parce qu'ils sont au Congo, ils peuvent s'en procurer. On en parle pour que ça change. Ça ne peut pas continuer comme ça. Si ces gens nos services, hein. Soit c'est fait à dessein, ça signifie qu'il y a corruption, soit les gens ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire, donc ils tombent dans les compétences. Les deux choses l'une. Parce que je ne peux pas comprendre, nous avons l'avantage d'avoir tout ce qu'il faut pour construire nos différentes routes à bas prix, mais nous faisons quand même tout pour les construire à prix d'or. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Nous, la population congolaise, nous devons changer de mentalité. Le premier ennemi de la chaussée, comme on dit, c'est l'eau. Okay. Alors, l'eau sur la chaussée est faite pour être reprise par les différents caniveaux. Appelons ça comme ça, terrassés, comme les Congolais appellent. Mais si ce qu'on appelle terrassés, là, les caniveaux sont bouchés par des déchets, l'eau qui devait se diriger vers les caniveaux va rester sur la chaussée et détruire la chaussée. Là, c'est ce qui est un peu courant. Mais la réalité, on doit aussi reconnaître qu'il y a des mauvaises qualités, de bitume qui sont utilisées qu'il faut un peu revoir. Il n'est pas bon de donner à tout venant la latitude de construire les routes. Il faut renforcer la capacité de l'OVD, renforcer la capacité de l'Office de route pour qu'ils puissent construire la majorité de nos voiries et de nos routes eux-mêmes. Je connais la compétence de l'OVD et l'Office de route pour ne pas affirmer, pour affirmer ce que vous venez de dire. Mais tout simplement, il faut les placer dans les conditions qui leur permettent de faire bien leur travail. Ils doivent avoir des engins. On ne construit pas une chaussée à main nue. Ils doivent avoir des engins modernes qui leur permettent de travailler correctement. Et il faut un bon contrôle. Parce que dans ces secteurs-là, il y a vraiment beaucoup du désordre dans ce qui concerne le contrôle. On ne peut pas avoir l'OVD ou l'Office de route qui a la latitude d'octroyer des marchés et lui-même peut donner à qui il veut la possibilité de faire des contrôles. On devient à ce moment-là jugé parti. Voilà pourquoi je suis en train de préconiser que le BTC, qui est le Bureau technique de contrôle, puisse être muté en inspection générale des travaux publics, ayant la latitude d'exécuter le contrôle sur le plan national et indistinctement des ministères en ce qui concerne les travaux publics. Parce qu'aujourd'hui, toutes les entités décentralisées peuvent initier des projets de travaux publics. Mais il faut qu'il y ait une structure qui s'élève au-dessus de tous, capable d'effectuer ce contrôle-là. Donc, le BTC doit muter en inspection générale des travaux publics sous le contrôle de la présidence de la République pour chapeauter un peu, pour mettre un peu de l'ordre dans ces secteurs. Dans le cadre de la préservation deux acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera